Bonjour à toutes, bonjour à tous dans ce nouvel épisode d'IBF consacré à Mourir peut attendre, le tant attendu nouveau James Bond. Alors comme j'ai beaucoup de choses à dire, on va être très rapide et pour mon avis en bref, je dirais que c'est un très bon film. Un très bon film non dénué de défauts extrêmement agaçants, mais comme je suis de bonne humeur, j'ai décidé de voir le verre à moitié plein. J'explique tout ça après le générique. Avant de commencer, je vais répondre à la traditionnelle question quand on parle de la saga James Bond. Sean Connery, Goldfinger et pour l'ère Craig, Skyfall. Je pense que vous avez compris quelles étaient les questions. Et donc maintenant, Mourir peut attendre. Défaut numéro 1. Oui, je commence par les défauts pour pouvoir finir en beauté. 2h45 de film, c'est beaucoup trop long. Accessoirement, pour que vous le sachiez, c'est l'épisode de la saga le plus long et j'ai même envie de dire le plus inutilement long. Qui plus est qu'il y a une sous-intrigue dans le film qui aurait pu totalement être évacuée sans aucun problème. Et j'avoue que du coup, il y a des moments où j'ai un petit peu regardé ma montre. Défaut numéro 2. Le méchant est totalement ridicule. Il l'est d'abord par son plan soi-disant machiavélique qui est inutilement tortueux pour pas grand-chose et à la fin quand on se rend compte de quel est son plan, on se dit tout ça pour ça, ah ouais d'accord, super, magnifique. Ensuite, il n'est pas aidé par le cabotinage de non-jeu, j'ai presque envie de dire, de Rami Malek qui n'est pas crédible une seule seconde. Pourtant, Rami Malek est un excellent acteur en soi, mais là, moi, j'y ai pas cru personnellement une seule seconde. Et pour finir, son temps de présence est tellement rachitique qu'on se demande si le personnage n'a pas été rajouté au dernier moment, quoi, à la dernière minute, en mode on est dans un James Bond, les gars, ça serait peut-être bien qu'il y ait un bad guy, enfin je sais pas. Ouais, mais on est dans un James Bond un peu différent que d'habitude, donc je ne sais pas si c'est vraiment utile. Oui, enfin, juste un petit vite fait comme ça, histoire de faire la blague, enfin, un truc. Ouais, bon, ok, si ça peut vous faire plaisir, ok, on en met un. J'exagère évidemment, mais ça montre bien la sensation que j'ai eue devant ce personnage et surtout à quel point il ne sert pas à grand chose, à un détail près évidemment, parce qu'il faut pas pousser le bouchon de la connerie non plus trop loin, mais ce détail en question donne cette sensation d'avoir été un petit peu le point de départ à la fois du personnage et d'une partie de l'intrigue et que tout le reste a été brodé autour histoire de donner un peu une légitimité au film. Pour ceux qui ont vu le film, je parle évidemment de tout ce qui se passe à la fin entre James Bond et lui. En parlant de personnages qui ne servent à rien, passons au défaut numéro 3, que j'appellerai tout simplement « C'est quoi ce foutage de gueule ?» Je m'explique. En effet, depuis le début de la promotion du film, on essaie de nous vendre le personnage de Lashana Lynch comme une espèce de nouvelle James Bond, la super agent du MI6 prête à reprendre le flambeau. Et là, tu vois le film et tu te dis non, c'est une blague, par pitié, pas cette plante verte. Alors, c'est très méchant dit comme ça, mais je vais expliquer. Soyons clairs, elle n'a aucune utilité dans le film. Elle donne 3 pauvres coups de tatane. C'est littéralement le taxi de James Bond, que ça soit en scooter, en voiture, en avion, elle ne sert qu'à ça. Elle disparaît à un moment donné pendant une partie du film pour faire quelque chose dont tout le monde se fout. Bref, vous la retirez du scénario, ça donne exactement le même film. À quelques détails près, évidemment, on va pas chipoter, mais dans l'idée, ça donne le même film. En somme, on pourrait résumer que c'est l'une des pires James Bond girls qu'on ait vues depuis très longtemps. Et le problème, c'est qu'elle est présentée dès le départ comme une espèce de nouvelle Michelle Yeoh, alors qu'en fait, elle ressemble plus à Denise Richards, en fait. Et c'est d'autant plus rageant que dans Mourir peut attendre, se trouve, histoire sans doute de contrebalancer et au sein de cette vidéo pour commencer doucement mais sûrement à aller vers les points positifs, se trouve l'une des meilleures James Bond girls de la saga et par extension l'une si ce n'est la meilleure James Bond girl de l'ère Craig. Je parle bien sûr
du personnage de Ana de Armas, actrice sublime et talentueuse et qui met tous ses atouts au service d'un personnage qui est à la fois drôle, touchant, sexy, badass, maligne, mystérieuse, qui ne cède pas à la séduction bondienne et qui bénéficie de la meilleure scène du film, ou alors peut-être est-ce sa présence qui en fait la meilleure scène. Mais le sacrilège ultime n'est là que dans cette scène-là, bordel de merde. Et ça, je ne le pardonnerai jamais. Bon, on peut se rassurer en se disant que c'est toujours ça de prix, mais franchement, c'est quand même assez frustrant. Heureusement, le film réserve d'autres surprises extrêmement agréables. Et pour ça, il faut remercier principalement deux personnes, à commencer évidemment par la géniale Phoebe Waller-Bridge, scénariste et créatrice de la non moins géniale série Fleabag, qui accessoirement est probablement l'une des meilleures séries que j'ai jamais vues de ma vie, et qui est ici créditée au scénario. Soyons clairs, son champ d'action n'a pas dû être énorme, mais on ressent sa présence dans plusieurs éléments, notamment les personnages féminins autres que la Shara Lynch, désolé j'ai du mal avec son nom, à retenir son nom. On ressent aussi sa présence dans certaines punchlines, ou encore dans certaines situations un petit peu absurdes, qui permet à ce James Bond d'avoir un ton un petit peu décalé, qui est plutôt appréciable. En ce qui me concerne, et ce, même si je ne sais pas précisément quels ont été les éléments sur lesquels Phoebe Waller-Bridge a travaillé, je reste intimement persuadé que c'est aussi grâce à elle que ce James Bond-là est beaucoup moins bordélique que les autres. Je m'explique encore une fois. Comme vous le savez peut-être, pour la première fois de la saga, l'arrivée de Daniel Craig, décidément j'ai du mal, a permis d'avoir un véritable arc narratif qui est développé de film en film. Le problème, c'est que j'ai toujours trouvé cet arc narratif très bordélique. J'ai toujours eu un peu de mal à suivre la psychologie du personnage, j'ai toujours eu un peu de mal de voir et de comprendre où c'est qu'il voulait l'emmener. En même temps, entre le coup de je tombe amoureux, l'amour de ma vie est tué, je suis triste, mais je me tape une autre meuf 5 minutes après, avant de repleurer, et 30 secondes plus tard faire des blagues, mais il y a Léa Seydoux qui arrive, et je retombe amoureux, mais je sais pas trop, j'hésite, mais en fait si, le tout après avoir questionné vaguement ma sexualité histoire de casser le mythe du mal alpha, grâce à Javier Bardem, sans compter les trahisons de mes potes, à qui je pardonne, avant de ne plus pardonner, avant de comprendre pourquoi ils ont fait ça, et de repardonner, ou pas. En même temps, il faut que je règle mon syndrome de Deep avec M, qui me traite comme un petit garçon alors que je suis James Bond, bordel. Mais bon, vu qu'elle a raison, et puis bon, foutez-moi la paix, parce que je suis à la retraite, mais j'aime trop casser des gueules. Donc, je reprends du service avant de retourner au calme, mais de revenir plus fort et plus fragile à la fois. Et puis, il y a Monica Bellucci qui débarque, et comment résister? Tu m'étonnes. Mais j'aime toujours mon ex, et la future est dans le coin, donc bon... Vous êtes perdus, rassurez-vous, moi aussi. Et c'est pour ça que je considère que ce James Bond-là est le plus tenu, en fait. En même temps que d'être le plus surprenant. Tout simplement parce que ce James Bond est avant tout une pure love story. Aussi surprenant que ça puisse paraître, encore une fois. Et qui, en plus, se paye le luxe d'être extrêmement bouleversant dans son final. Franchement, si on m'avait dit un jour que je pleurerais devant un James Bond, je ne l'aurais jamais cru, et pourtant. Et ça, c'est grâce à l'alchimie entre Daniel Craig et Léa Seydoux, c'est grâce à l'humanisation du personnage, c'est grâce à des idées, j'insiste, vraiment audacieuses, pour ne pas dire jamais vues dans la saga James Bond, et qui, mis bout à bout, arrivent à créer une émotion puissante, qui, cerise sur le gâteau, offre la meilleure conclusion possible à l'ère Daniel Craig. La deuxième personne dont il faut parler, c'est évidemment son réalisateur, Cary Fukunaga, qui est principalement connu pour être derrière la première saison de la série True Blood. Première saison qui est accessoirement la meilleure saison de la série. Et là, le constat est simple. Quand on engage un bon réalisateur et qu'on lui donne un tout petit peu de marge de manœuvre, ça se ressent sur le résultat final. Alors, on va évacuer tout de suite le cahier des charges qui est des fois un peu trop contraignant, et puis les séquences qu'il y a entre autres dont je parlais tout à l'heure, pour se consacrer sur les apports stylistiques apportés par le réal. Déjà, les scènes d'action. Les scènes d'action sont parfaitement lisibles, très bien chorégraphiées. Les impressionnements
assonantes cascades sont très bien mises en valeur, bien plus d'ailleurs que la majorité des films hollywoodiens sortis ces dernières années, donc ça c'est très appréciable, et sans rien révolutionner non plus, la mise en scène de ces séquences sont propres, spectaculaires et par instants assez jouissives, notamment lors d'un plan séquence bien bourrin. Et le plus surprenant, c'est quand il sort des codes de la franchise, notamment lors de la toute première séquence du film qui est tournée à la manière d'un film d'horreur. Il faut le dire, la première séquence de James Bond est tournée littéralement comme un film d'horreur. Et c'est, oui, surprenant et en même temps génial. Visuellement, la photo de Linus Sandgren est un peu plus inégale, mais elle recèle tout de même quelques beaux moments de grâce qui rappellent la photo de Roger Deakins sur Skyfall qui, oserais-je le préciser, est sans contestation possible le plus beau James Bond jamais tourné. Quant au moment plus intime, qui reste le cœur émotionnel du film, ils sont tournés avec une certaine pudeur qui renforce l'aspect émotionnel du métrage. Bref, tout ça pour dire qu'il a fait un excellent travail, que c'est un bon boulot d'artisan modeste, mais qui a su imposer sa patte au moment où il le fallait. Vous l'aurez compris, je vous recommande d'aller le voir au Cinoche tout affaire cessante, car non seulement c'est un très bon film, mais c'est aussi un film qui marque un tournant dans la saga James Bond. En étant, j'insiste, quitte à être un peu gonflant, le James Bond le plus surprenant, audacieux et à l'arrivée bouleversant. Je dois avouer, honnêtement, que je n'y croyais pas une seule seconde et j'ai eu tort. Donc, allez voir le film. De toute manière, c'est un James Bond, donc vous n'avez pas besoin de mon avis pour courir le voir. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.